Mordu de Savoie vous présente l'Europe vue de la Savoie, le podcast qui décrypte l'Europe depuis les pays de Savoie. Présenté par Damien Boussicu avec la participation de Henri-Georges Brun, président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de votre podcast L'Europe vue de la Savoie et je suis toujours en compagnie de Henri-Georges Brun, le président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie. Bonjour Damien. Alors pour ce deuxième épisode, on va parler des lois européennes. Quel impact sur la Savoie? Alors déjà, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales prérogatives de l'Union européenne? Vaste sujet. Prérogatives. Si on fait un sondage parmi la population européenne, premier qui vient, c'est la paix. Depuis bientôt 80 ans, tout de même, il n'y a pas eu la guerre sur le territoire de l'Union européenne, vraisemblablement grâce à l'Union européenne. Bon, la paix. Et puis la protection. L'Union européenne se veut protectrice de ses citoyens. Donc pour être protectrice, bien entendu, elle va édicter des lois. Elle va voter des lois. Alors, comment sont votées ces lois? Bon, d'abord, il y a les traités. Il est certain qu'il y a l'application des traités, qui est une forme d'application de loi, si l'on peut dire. On est donc tenu d'obéir, les États sont tenus d'appliquer les traités, d'une part. Mais néanmoins, il y a plusieurs formes de lois. Donc, il y a trois essentiels qui sont le commandement, la circulaire et la directive européenne. Alors, le commandement, et il y a le règlement aussi. Le commandement, c'est une application immédiate par les États. Ce commandement a été dicté, par exemple, par la Commission européenne. Donc, il y a application immédiate. Le circulaire, c'est comme dans toute administration. Ça circule, c'est une information. Et puis, les règlements, pareil, l'application est immédiate. Et enfin, les directives européennes qui sont l'essentiel des lois. Qu'est-ce que c'est qu'une directive européenne et comment est-elle établie? Vous avez il faut reconsidérer les institutions européennes. On va parler des institutions politiques, parce qu'il y a les économiques et juridiques. Il n'y en a qu'une juridique, c'est la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne. Les économiques, il y en a 4. Vous avez le Conseil européen. Vous avez le Conseil de l'Union européenne, qu'on appelle aussi Conseil pour faire plus simple, si toutefois, la Commission européenne et le Parlement européen. Donc il y a 4 institutions politiques de l'Union européenne. Ces 4 institutions vont coopérer, vont travailler pour effectivement voter une loi, donc une directive européenne. Cette directive, elle va être pensée essentiellement par le Conseil européen, qui est un peu l'éminence grise, qui est totalement l'éminence grise, bien sûr, de l'Union européenne. Ce conseil est constitué par 27 chefs d'État et de gouvernement. J'ai bien dit « et de gouvernement » parce qu'il n'y a pas que les présidents, il y a aussi, en Allemagne par exemple, c'est un chancelier, ce n'est pas un président, qui représente l'Allemagne au Conseil européen. Ce Conseil européen se réunit à Bruxelles et va être l'éminence, grise, donc va penser à la politique de l'Union européenne et va exprimer ses souhaits de politique européenne. La Commission européenne, qui siège également à Bruxelles, va édicter, mettre en pratique, sur papier l'idée du Conseil européen et va édicter un projet de loi. Ce projet de loi va être envoyé sur les bureaux du Parlement européen et du Conseil, donc du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les ministres, pour étude et vote. Mais avant d'arriver sur ces bureaux, il va transiter par ceux des parlements nationaux. Chez nous, Sénat, Assemblée nationale, pour avis. C'est-à-dire que les parlementaires sont tenus de donner leur avis, savoir si c'est utile ou pas, et notamment d'utiliser le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de dire, écoutez, nous, on a une loi qui est plus importante que ce que vous proposez, ça ne nous concerne pas, donc on considère que ce n'est pas la peine de voter cette loi européenne. Et puis, ça va transiter également par ce qu'on appelle le comité des régions européennes. C'est-à-dire que les comités de région vont se prononcer, par exemple en Haut-Rhin, on a un conseiller de région, c'est Jean-François Barnier, il est maire du Chambon-Feugerolles dans la Loire, qui étudie la cohérence entre un projet de loi européenne et l'application dans la région. Savoir si c'est une bonne chose ou pas pour la région. Il faut le savoir, ça. Alors, ils n'ont pas le droit de vote, mais ils donnent leur avis. Il y a également l'avis du Conseil économique et social, c'est-à-dire la société civile, vous et moi, tout le monde. Et bien entendu, ça transite obligatoirement par les lobbies, les lobbies sont au courant. Les députés européens, les ministres ne savent pas tout, ils sont souvent obligés de demander avis aux lobbies pour la réalisation technique de projets de loi. Par exemple, un projet de loi va considérer qu'il faut normaliser, une prise électrique. Bon, ça, c'est peanuts, c'est un détail. Il y aura bien entendu un lobby du domaine qui donnera des conseils qui emportera ou pas le marché. Alors, une fois que tout ça s'est établi, une fois que tout le monde a donné son avis, les députés votent
en première lecture, les ministres votent en première lecture. Première lecture, c'est accepté, c'est bon, c'est applicable. À ce moment-là, ça remonte à la commission qui rédige le projet de loi et qui l'envoie aux États pour application. Les 27 États pour application. Première lecture, c'est refusé, ça va être reconsidéré et à ce moment-là, ça va être réétudié, juste on parlait des amendements dans l'émission précédente, à Bruxelles, dans l'hémicycle de Bruxelles pour le Parlement européen tout du moins. Les députés vont se réunir en commission dans lesquelles il y a tous les partis politiques représentés pour reconsidérer le projet de loi et apporter des modifications par les amendements qui seront revotés le mois d'après ou pas, 2 mois après, en séance plénière à Strasbourg, puisque en commission, les études se font à Bruxelles, l'hémicycle de Bruxelles, et en séance plénière au siège officiel du Parlement européen, Strasbourg. Donc, qui a le dernier mot, du coup, final Alors, le dernier mot, c'est les élus quand même, les députés. Eh bien, le dernier mot, alors... Entre-temps, j'y arrive au dernier mot, entre-temps, il y a encore, si c'est refusé pour la deuxième lecture, il y a ce qu'on appelle la codécision. Ce qu'on appelait la codécision, qui est la procédure ordinaire de législation qu'on appelle maintenant. À savoir, il y a un comité paritaire entre les députés et les ministres qui va reconsidérer le texte. Voilà. Si c'est en troisième lecture refusé, c'est terminé. Il est réécrit le texte en partie. Ah, il est modifié, oui. Il est modifié. Et s'il est refusé en troisième lecture, ça y est, il est abandonné, il ne sera pas appliqué. S'il est accepté, ce sera appliqué. Alors, qui a le dernier mot ? Eh bien, le dernier mot, en ce qui concerne le projet de loi, c'est... Non, il n'y a pas de dernier mot pour l'un ni pour l'autre. Par contre, en ce qui concerne les votes sur la fiscalité et les affaires étrangères, c'est différent. À savoir que ce n'est pas franchement un vote, c'est plutôt un avis. C'est-à-dire que le Parlement européen est tenu de donner son avis. On le verra dans le Next Generation EU si on a le temps d'en parler. Il a fallu presque 1 an pour que le Parlement européen donne son accord, son approbation pour le projet budgétaire de CFP, cadre financier pluriannuel sur 7 ans. Et le Conseil de l'Union européenne était tenu d'attendre l'avis du Parlement européen. Et tant qu'il n'avait pas cet avis, il ne pouvait pas se prononcer. Alors officiellement, normalement, le Parlement européen, non, le Conseil de l'Union européenne peut se passer éventuellement de l'avis du Parlement européen, mais dans la pratique, non. Et en fait, finalement, c'est bien le Parlement européen qui aurait le dernier mot. Voilà, donc c'est le Parlement qui a quand même le dernier mot. Et justement, vous parliez de Next Generation UE. Qu'est-ce que c'est et comment a été construite cette loi ? Cette question me passionne. Parce que quand on est en conférence, j'arrive à bien décrire justement l'organisation, l'engrenage, l'organisation des institutions dont je viens de parler, politiques. À savoir que le Next Generation EU, qu'est-ce que c'est que cette bête ? C'est 800 milliards d'euros, rien que ça. Oui, pas une paille. Hein. Pas une paille. Qui est suite à la crise du Covid, donc qui a ruiné quand même les économies européennes. Il faut le dire, Emmanuel Macron et Angela Merkel, en se rendant à un Conseil européen du mois de janvier 2020, ont eu une idée. C'est eux qui ont eu l'idée, pour relancer l'économie européenne, de créer un emprunt européen de 750 milliards, auquel sont venus s'ajouter 50 milliards de ce qu'on va appeler REACT-EU. On en parlera tout à l'heure. 800 milliards, rien que ça. Ils ont proposé cette idée au Conseil européen. Or, vous savez qu'il y a la sacro-sainte loi de l'unanimité au Conseil européen, dont 4 pays n'étaient pas d'accord. On les a d'ailleurs qualifiés de frugaux. C'est-à-dire, en fait, il faut que tous les pays soient d'accord, c'est ça hein ? Oui. Au Conseil européen, c'est le vote à l'unanimité. D'accord. Tout du moins en matière fiscale, financière. Il y a d'autres sujets où il faut la majorité relative, la majorité ou le quantitative aussi, en fonction de l'importance des voix de chaque pays. Et donc, par contre, là, il fallait l'unanimité. 4 pays n'étaient pas d'accord. Le Danemark, l'Autriche, les Pays-Bas et je ne sais plus si c'est la Suède ou la Finlande, mais bon, l'un ou l'autre sont voisins. Excusez-moi si c'est pas... Bon, la Suède ou la Finlande. Il y a eu discussion et ils ont accepté une ristourne, on peut l'appeler ainsi, ils l'ont appelé ainsi, de 50 milliards d'euros qui a été répartie dans les 4 pays. À ce titre-là, à ce prix-là, ils ont accepté de voter que l'Union européenne puisse emprunter donc 800 milliards. À partir de ce moment-là, la Commission européenne, on reprend le cheminement d'une directive européenne, a rédigé le projet, l'a envoyé sur les bureaux des députés et du Conseil, donc du Conseil de l'Union européenne, et des parlementaires, etc., le même cheminement. Et là, donc ça a été rédigé par la Commission au mois de juillet, l'idée est partie au mois de janvier, et le Conseil a finalement, de l'Union européenne, voté au mois de décembre 2020, il a fallu 1 an. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen s'est fait tirer l'oreille, a mis longtemps à donner son avis, en disant oui à l'emprunt européen, à une condition, le respect de l'état de droit. Donc il visait à l'époque la Pologne, je l'ai dit aussi, et la Hongrie. À partir du moment où ils ont eu des garanties, comme quoi
l'état de droit serait respecté. Ils ont accepté, ils ont donné leur avis et le Conseil européen, non, de l'Union européenne, les ministres donc, ont pu voter. C'est pas fini. Pour obtenir ces 800 milliards, il fallait que les États proposent des projets d'application de l'argent. Donc il y a eu un plus fort pourcentage en emprunt, un autre pourcentage en subvention. La France touche 40 milliards de subventions. C'est le troisième pays derrière l'Italie et l'Espagne à toucher le plus haut. C'était les pays en fait les plus touchés par le Covid. Pourquoi l'Italie, l'Espagne et la France derrière les plus touchés par le Covid. Et il fallait apporter, je pense que ça a été conduit par Bruno Le Maire, que les États apportent des projets d'application de l'emploi des subventions ou des emprunts. Voilà. Donc, si on résume, idée du Conseil européen, c'est-à-dire là-haut les chefs d'État et de gouvernement, cheminement des institutions, le vote, qui s'est fait tirer l'oreille un an, mais il est arrivé, et ça aboutit à quoi ? Sur la table des consommateurs français, par exemple, entre autres, pour la prime Rénov', pour le bonus écologique, pour la restructuration des bâtiments publics dans les isolations par rapport au changement climatique, etc. Donc c'est du concret. 800 milliards, c'est pas n'importe quoi, c'est du concret. Malheureusement, quand ça a été pensé, l'Ukraine n'était pas encore en guerre. Il est certain que la guerre en Ukraine a apporté beaucoup de modifications économiques pour l'Union européenne. Il faudra peut-être d'autres subventions. Enfin bon, on n'en est pas là. En tout cas, c'est une belle transition par rapport aux pays. Justement, comment après sont appliqués on voit que déjà fabriquer une loi, en tout cas l'appliquer déjà au niveau européen, c'est compliqué. Et après, il faut quand même que dans chaque pays, les lois soient appliquées avec des différences parfois entre pays européens. Alors là, en ce qui concerne la Next Generation EU, il y a des applications différentes. Les sommes d'argent ne sont pas les mêmes, bien sûr. Et puis, il y a aussi d'autres applications des directives européennes. Alors, les directives européennes, normalement, les États sont tenus de les appliquer, avec une petite modification dans le sens où ils sont obligés d'adapter aux écrits juridiques, aux juridictions des États, chaque État. Donc on constate que les normes européennes, les lois européennes ne sont pas appliquées totalement de la même manière. Oui, il y a une latitude quand même. Il y a une certaine latitude, et dans l'application et dans le temps. Dans le temps, par exemple, dans l'application, par exemple, les hauteurs des garde-fous, il y a des détails comme ça, des balcons, par exemple, ne sont pas les mêmes en Allemagne qu'en France. Il y a une dizaine de centimètres de différence. Les hauteurs d'escabeaux, quand un ouvrier va changer une ampoule au plafond, un électricien par exemple, la hauteur maximum de l'escabeau n'est pas la même en Allemagne et en France. Il y a une fourchette, si l'on peut dire. Et puis en ce qui concerne le temps d'application, il y a des latitudes. On a un exemple en France. Une des dernières directives européennes qui a été appliquée, c'est l'étiquetage des pompes à carburant, essence, diesel, etc. Ça date de quoi, ça ? Il y a 1 an, 2 ans. Hein. Il y a eu un changement d'étiquetage. C'est une directive européenne qui avait déjà 4 ans. Ah oui. Donc il y a eu une certaine latitude d'application. Mais normalement, les États sont tenus d'appliquer les lois européennes. Est-ce qu'il existe des lois spécifiques au pays de Savoie, la Savoie, Haute-Savoie ? Est-ce que vous avez comme ça des lois qui impactent directement la vie des Savoyards au quotidien ? Oui. Non. Je ne pense pas. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas de loi spécifique. Les lois sont pour tous les États, les 27 États. Alors, par contre, il y a des organisations qui sont spécifiques dans chaque région, dans chaque État. On a parlé d'Alcotra, par exemple, cette coopération franco-italienne qui est très spécifique à la Savoie. Malgré tout, il y a des normes, par exemple, le reblochon. Vous parliez du reblochon. Ça nous intéresse particulièrement. Voilà, en tout cas, c'est des normes européennes qui sont appliquées. C'est pas forcément des lois, c'est des normes. C'est pas des lois. Ça peut être des normes. En fait, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est bien d'en parler. C'est Michel Dantin, qui est un ancien député européen, spécialiste de l'agriculture, qui nous en parlait souvent, et j'adore cet exemple, effectivement. Il y a eu un projet de loi, de directive européenne, qui était, ce projet, émis par la Commission européenne, qui a été édicté par la Commission européenne, sous la pression de lobbyistes vraisemblables de scandinaves, nordistes, etc., d'affinage du fromage sur des planches en inox ou en matériaux synthétiques. Et en Savoie, Haute-Savoie particulièrement, il y a ce qu'on appelle le reblochon, un bon fromage que tout le monde connaît et délicieux. Et ce reblochon est affiné sur une planche en épicéa, et encore pas n'importe quel bois. Pourquoi cette planche d'épicéa ? C'est
Michel Dantin qui se régale en nous Qui était racontant qui, ça. du coup ? Comment ? Qui était Michel Dantin ? Député européen, anciennement, et spécialiste d'agriculture, qui a été l'auteur de plusieurs rapports sur l'agriculture efficaces. On en parlera d'un autre même tout à l'heure, si vous voulez. Et donc, il a prouvé par A plus B scientifiquement, pendant un an, il a mis un an à convaincre, que le fait d'affiner un reblochon sur une planche en épicéa créait un parfum et un goût par la croûte du fromage, spécifiquement par l'épicéa. Pas par un autre arbre, un autre bois, et encore moins par de l'inox et du synthétique. Et que si on affinait un reblochon sur de l'inox, ça n'avait aucun goût. Et qu'il y avait une réaction bactérienne par l'épicéa qui faisait que ça donnait du goût et que ça ne donnait pas du tout de risque d'infection ou de contamination par bactéries nocives, etc. Donc il a réussi, lui, petit député européen, pas petit député européen, mais représentant les petits agriculteurs savoyards, c'est peanuts par rapport aux Scandinaves, par rapport aux Néerlandais, par rapport aux Nordistes, c'était pas grand-chose. Il a réussi, finalement, par un lobby très louable, par le lobby du fromage au Savoyard, finalement, à se battre efficacement contre un projet émis par la Commission européenne. Alors, il y a d'autres exemples qu'il peut citer comme ça, qui ne sont pas spécifiquement savoyards, mais qui sont le travail d'un député européen d'origine savoyarde. Comme les eaux usées, par exemple ? Comme les eaux usées. Bon, dans les stades. Merci. Il m'a raconté ça, oui, il n'y a pas longtemps. Là aussi, il a convaincu la Commission européenne de récupérer les eaux de pluie et les eaux usées pour arroser les stades, arroser les champs, arroser les jardins. Il a prouvé que ce n'était pas du tout nocif, que les eaux étaient récupérables et utilisables pour ce genre de choses. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça qui a donné l'idée au Conseil européen à Bruxelles. Ils ont un bâtiment Luxus, enfin c'est le bâtiment Europa, qui est la réunion de 3 anciens bâtiments, un palace des années 20 qui a été restructuré, un nouveau qui s'est joué au 2e, et le Sus Lipsus, l'ancien bâtiment. Et ils ont installé sur le toit des récupérations d'eau de pluie qui servent à alimenter toutes les toilettes, robinets du bâtiment. Bon, c'était la dernière question. En tout cas, les amoureux du reblochon et de la tartiflette le remercient de ce bon reblochon, donc sur les plans affinés sur les planches d'épicéa, et également la nature avec la récupération d'eau. Merci Henri-Georges Brun pour ce nouvel épisode. Vive notre citoyenneté savoyarde et notre citoyenneté française et européenne, qui sont des citoyennetés de superposition. Exactement, merci en tout cas Henri-Georges Brun, donc président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie, d'avoir participé à ce nouvel épisode du podcast L'Europe vue de la Savoie.